Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. S'interroger, prendre du recul, poser un regard critique sur soi, sur les autres et sur le monde, voici quelques-uns des objectifs des ateliers philo. Et en ces temps secoués, que ce soit par la pandémie ou par les atteintes à la liberté d'expression, développer son esprit critique et développer une pensée complexe, autonome, libre et créative apparaît comme essentiel. Ce travail, cela fait 15 ans que le Centre d'action laïque du Brabant Wallon le mène via son pôle philo. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Et on reçoit ce soir Stéphanie Godard, coordinatrice du pôle philo, et Brice Droumard, animateur-formateur, à l'occasion de la sortie des carnets du pôle philo. Alors bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Stéphanie Godard, le pôle philo donc, du Centre d'action laïque du Brabant Wallon, il a été lancé en 2005 avec l'objectif de dépoussiérer la philosophie classique, la rendre accessible et ludique. C'était assez rare comme approche à l'époque. À l'époque, c'était très rare. Les nouvelles pratiques philosophiques n'étaient pas encore courantes. On a été dans les premiers organismes à organiser des ateliers philo. Le pôle philo est né en 2005 à l'initiative de Baudouin de Charneux, qui est professeur de philosophie à l'Université libre de Bruxelles, et de Alice Ergheni, philosophe également. Ils étaient tous les deux administrateurs à Laïcité Brabant-Wallon. Ils avaient vraiment la volonté de mener des activités autour de la philo, et on a choisi un biais plutôt original pour rendre accessible la philo à tous, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu socio-culturel. Et nous avons commencé par des animations essentiellement tournées vers le milieu scolaire. La première activité que nous avons créée, c'est Philo dell'arte, qui était destinée aux enfants de primaire. Et puis nous avons élargi nos activités et on s'est adressé à des publics plus fragilisés. Nous avons commencé par un café philo qui était destiné aux participants des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur de Wavre étaient dans les mêmes bâtiments que nous à l'époque, et ça a été une des premières activités que nous avons lancées. Par la suite, nous avons été dans d'autres associations comme Lire et Écrire, les CPAS. Mais c'est vrai que je vous coupe, hein, mais c'est parce que c'est vraiment une marque de fabrique finalement de vos ateliers philo, c'est de faire de la philo avec tout le monde et de considérer que tout le monde peut philosopher et peut participer à ce type d'atelier. Oui, tout à fait. On a commencé des animations qui s'appellent Philosophes avec des enfants qui sont en maternelle. Donc dès 4 ans, on propose des ateliers philo, même avant l'acquisition de l'écriture et de la lecture. Le plus tôt on commence, mieux c'est pour acquérir les mécanismes de la pensée et de l'expression. On a essayé de rendre ces activités le plus ludiques possible. Vraiment, une de nos spécialités est la création d'outils, de jeux philo. Je voudrais juste rester peut-être sur cette question du public et des différents types de publics, en me tournant vers vous, Brice Droumard. Dans les carnets de philo donc, que vous venez de publier à l'occasion des 15 ans du pôle philo, vous écrivez à propos de ces ateliers philo avec des publics fragilisés: je ne pense pas que la pratique de la philo soit la panacée pour aider les gens à se libérer de leurs contraintes, mais j'ai le sentiment, confirmé par nombre de retours d'expérience tant en milieu carcéral qu'en institution de réinsertion, que la pratique philosophique libère en quelque sorte nombre de potentiels ignorés parce qu'elle donne le droit de penser par eux-mêmes et d'être valorisés dans ce qu'ils disent. Expliquez-nous. C'était bien écrit. C'était bien écrit, hein. Je me demande, tiens, qui a écrit? Moi aussi. Mais c'est vrai que j'ai constaté, alors moi ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le pôle philo. J'ai commencé avec des publics scolaires, adolescents, et puis maintenant, effectivement, je travaille presque exclusivement avec des publics fragilisés. Et on s'est rendu compte, la première fois que ça m'a été inspiré, cette pensée-là, c'est au Café Parole. C'est un café, justement, qu'on organisait dans le cadre des Restos du Cœur. Donc les personnes allaient manger, et puis à la suite, on essayait de les attraper à la sortie des restos pour les faire philosopher. Alors ça n'a pas toujours été facile. Et on s'est rendu compte, effectivement, qu'ils avaient un problème d'estime d'eux-mêmes dans leur prise de position, qu'ils
qu'ils étaient ségrégarisés, qu'ils étaient parfois même écartés des débats de société, parfois parce qu'ils avaient le sentiment de ne pas en être capables, ou bien souvent parce qu'on leur renvoyait l'image qu'ils n'étaient pas capables de penser par eux-mêmes. Et donc, je reste convaincu encore actuellement qu'effectivement, le fait d'ouvrir des espaces-temps de dialogue, de discussion, parfois nourris de références philosophiques, mais pas nécessairement, leur permet de se réapproprier comme ça les grandes questions citoyennes. On a des exemples très concrets. J'ai eu une personne qui malheureusement est décédée maintenant, donc je ne pourrais pas confirmer mes dires, mais elle était dame d'ouvrage dans un hôpital. Elle travaillait beaucoup avec des chirurgiens, etc. Donc elle est arrivée très taiseuse. Elle avait autour d'elle un avocat, un médecin. Donc elle se sentait vraiment presque oppressée par le poids de la culture que les autres pouvaient lui renvoyer. Et petit à petit, au bout d'1 an, 2 ans, elle a commencé à s'approprier les textes et elle a fini sa carrière à l'hôpital comme metteuse en scène de la troupe de théâtre des chirurgiens de l'hôpital. Voilà. Donc c'était assez extraordinaire. Donc elle s'est révélée en fait. Voilà, j'en ai encore des frissons quand j'en parle maintenant parce que c'était vraiment réellement une révélation pour elle et de plus en plus on la sentait dans une pensée autonome, dans une pensée créatrice. Elle se faisait confiance, elle reprenait confiance, les gens l'écoutaient et tiens, ce que je dis finalement peut être entendu, c'est pas si bête que ça. Et le fait qu'elle était dans une position où finalement sa pensée était très incarnée dans une dimension fort existentielle, finalement a permis à des personnes qui étaient souvent dans la métaphysique, dans l'ontologie, dans des grandes questions conceptuelles, de ramener ça dans le terre-à-terre et de se dire ça, j'y avais pas pensé. Et donc, oui, effectivement, ça l'a vraiment transformé. C'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'on pourrait les multiplier. Mais alors, vous l'avez dit, hein, vous faites des ateliers philo et des cafés philo, notamment dans les prisons. Donc, c'est en 2015 où la première fois vous avez poussé la porte de la prison de Nivelles pour faire ce café philo. Comment ça se passe et qu'est-ce que cherchent finalement les détenus quand ils viennent? J'imagine qu'ils ne connaissent pas nécessairement le café philo. Du coup, qu'est-ce qu'ils espèrent et à quoi ça ressemble finalement ces cafés? Alors concrètement, rentrer en prison, quand on y rentre par sa propre volonté, c'est pas une mince affaire. Il faut d'abord trouver les contacts pour y rentrer. Il faut mettre les détenus en confiance parce que c'est quand même un milieu finalement où ils sont beaucoup dans la retenue, beaucoup dans la méfiance. Ils ont aussi une sorte de désaveu de leur propre pensée par rapport aux grandes questions citoyennes, par exemple. Souvent, ils ont des fragilités au niveau scolaire, donc il y a des problèmes culturels. Il y a aussi souvent des problèmes de langue. Ils ne se comprennent pas nécessairement. Donc, concrètement, on rentre dans un milieu où les jeux de pouvoir sont omniprésents. Donc ça, il faut le savoir. Il faut pouvoir composer avec. Là, on est plutôt dans la gestion et la dynamique de groupe. C'est pas toujours facile. Par contre, au niveau philosophique, le public carcéral est un public comme les autres. On va évidemment adapter le support, on va adapter l'apport culturel, on va adapter le niveau de langage, on va essayer de faire en sorte de ménager les susceptibilités pour éviter les problèmes qui, par ailleurs, je ne les ai jamais rencontrés, par ailleurs, ces problèmes. Il y a beaucoup aussi de fantasmes autour du milieu carcéral. Maintenant, pour le reste, ils philosophent comme tous les autres. Et donc, pour peu que le support soit adapté, on continue à développer une pensée créative, autonome. Alors évidemment, il y a des questions qui sont plus compliquées parce que parfois ils ne la comprennent pas, parfois il y a un concept qui est obscur, parfois culturellement un concept est inintraduisible, il faut pouvoir l'entendre aussi. Il y a des mots qui sont effectivement culturellement ancrés et donc ils ne parviennent pas à se saisir du concept. Par contre, sortir des particularismes, qui est peut-être l'objet même de la philosophie, sortir pour essayer d'universaliser le propos, ils en sont tout à fait capables et il faut sortir du fantasme qu'un public fragilisé est un public qui ne pense pas. Au contraire, je pense qu'ils ont la capacité justement d'incarner ce qu'ils disent, contrairement à l'histoire de la philo qui est bien souvent extrêmement conceptuelle et souvent désincarnée. Est-ce que Stéphanie Godert, c'est aussi parfois une manière un peu de se libérer, finalement, faire de la philo, participer à des ateliers philo? Alors ici, peut-être dans le cas d'un détenu, c'est de se libérer par la pensée, mais en tout cas, il y a ce côté, quand on participe à un atelier philo, on se libère, on s'émancipe. Oui, c'est en tout cas le but de l'atelier. On aimerait, par les ateliers, par les thématiques abordées, la manière dont c'est abordé, que les gens puissent réfléchir, conceptualiser, argumenter, problématiser et d'aller plus loin dans leur manière de penser.
Alors, je le disais en introduction, on vit clairement des temps particulièrement secoués. Et je voudrais juste revenir sur 2 événements d'actualité. Alors d'abord, l'attentat qui s'est déroulé à Conflans-Sainte-Honorine en France, où un professeur d'histoire s'est fait décapiter car il avait abordé la liberté d'expression en classe en montrant une caricature de Mahomet publiée par Charlie Hebdo. Alors depuis cet attentat, des voix s'élèvent parmi les profs pour dire que ça devient compliqué d'aborder certaines thématiques en classe. Est-ce que c'est un phénomène que vous constatez aussi dans vos ateliers? Je sais qu'ici, dans les carnets philo, parfois, vous abordez le fait que, oui, aborder la question du sacré, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Vous le constatez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous constatez au quotidien, on va dire? Moi, je dirais qu'il est difficile d'éteindre l'incendie. Le praticien en pratique philosophique n'est pas un pompier, et donc il ne vient pas en situation de crise essayer d'éteindre ce qui serait occupé à s'embraser, etc. Donc la question du sacré, pour ne pas vous contredire, mais la question du sacré peut être plus facilement abordable que la question de la caricature. Pourquoi ? Parce que le sacré, finalement, on va pouvoir l'aborder par d'autres biais que nécessairement la figure de Mahomet. On pourrait se dire, tiens, pour moi, ce qui est sacré, c'est la famille. Et donc, toucher à la question du sacré, déjà s'interroger sur ce que ça veut dire toucher le sacré, c'est déjà une manière, je veux dire, détournée de toucher à un problème que certaines personnes vont vivre comme une révélation. Alors moi, je vais y trouver un problème, des enjeux philosophiques, des notions à clarifier, je vais tâcher d'organiser des propos, je vais tâcher de vérifier des arguments. Alors évidemment, la limite, c'est à partir du moment où on touche à un propos qui se veut être vrai, révélé, et auquel on ne peut pas toucher, d'aucune manière, même pas par le dire. Alors encore moins par le dessin. Mais ça, c'est la limite finalement, à partir du moment où on discute avec quelqu'un, si la personne n'a pas envie de parler de ce qu'elle pense être vrai, on ne sait pas en parler. Donc on ne peut pas forcer finalement la réflexion chez l'autre. Ce qu'on peut faire, c'est la susciter, mettre en place un dispositif qui suscite une pensée autonome, qui suscite finalement une mise en question de ce qu'elle pense être vrai, qui suscite un décentrement par rapport à son système de croyance, mais l'attaquer de manière frontale, pour moi, c'est une mauvaise idée. Alors c'est peut-être pas une mauvaise idée pour Charlie Hebdo, mais en tout cas si on veut faire un atelier philo, venir à mon sens avec une caricature en essayant de soutenir une position affirmée, c'est prendre le risque que la discussion échoue, et plus encore, on l'a vu dans l'actualité. Donc moi je préconise pour les animateurs philo de plutôt essayer d'identifier un système de croyance et de trouver un dispositif, un support d'animation qui va permettre finalement de garder la même méthode, mais à partir d'un dispositif qui sera adapté et qui ne va pas être ressenti comme un acte de violence par la personne avec laquelle on cherche à discuter. Oui, c'est vrai que pour reprendre les mots d'un de vos collègues dans ces fameux carnets du pôle philo, Stéphane Fontaine qui écrivait « Il faut essayer de ne pas heurter, mais sans céder ». Donc c'est ça, donc pas heurter frontalement, mais clairement c'est des thématiques qu'il faut pouvoir aborder, même si c'est compliqué. On va systématiquement, c'est pour ça que je vous disais que d'un point de vue strictement méthodologique, la méthode reste la même, peu importe le public. On va prendre une affirmation, tâcher de la problématiser, derrière ce problème, identifier ce qu'il y a d'universel dans le problème. Une fois qu'on a fait ce travail-là avec le groupe, on va essayer de faire en sorte que le groupe s'empare de cette problématisation, s'empare de ces différents enjeux, on va clarifier les concepts qui sont en jeu justement dans ce problème, et puis on va pousser l'argumentation. Alors on peut pousser l'argumentation, finalement, sans fin. On va toujours tomber derrière sur un système de croyance, peu importe la question qu'on aborde. Il se fait qu'avec les questions qui sont de l'ordre du sacré, on tombe assez rapidement sur une résistance, et qui est une résistance où la personne refuse d'envisager la question comme étant un problème pour lui. Alors elle sera un problème pour moi, mais pas pour lui. Donc on va confronter deux systèmes de sacré. Et finalement, ce qui est sacré alors d'autant plus pour l'animateur qui se veut engagé et militant au Centre d'action laïque, ce qui se veut sacré, c'est la liberté d'expression. Et lui, ce qui se veut sacré, c'est l'impossibilité de parler. Donc on va avoir deux sacrés qui s'opposent. Et dans cette stérilité-là, tout ce qui peut en ressortir, c'est quelque chose de tumultueux. Or, les pratiques philo veulent s'échapper du débat, du tumulte du débat, pour favoriser la réflexion, la compréhension, l'interprétation, la spéculation, mais certainement pas avoir un carnaval d'opinion où finalement chacun campe sur ses positions de manière stérile. Donc qu'est-ce qu'on fait en tant qu'animateur philo ? On identifie le problème, on ne l'élude pas, on ne le met pas de côté, mais arrive un moment où, si la discussion n'est pas possible, s'il n'y a pas la volonté d'en parler, on n'en parle pas. C'est malheureux, mais...
Oui, après, c'est vrai que vous parlez aussi de la méthode, de la rigueur. C'est peut-être aussi ce qui distingue un café philo de ce qu'on pourrait appeler une conversation de café de commerce. C'est vraiment cette rigueur, cette méthode. C'est quelque chose qui est indispensable pour faire des cafés philo, des ateliers philo. Toute personne qui participe à un café philo fait part de ce qu'elle pense être vrai et ramène ce qu'elle pense être vrai au statut d'hypothèse. Et donc elle soumet cette hypothèse au groupe et l'opinion appartient au groupe. Voilà. Donc à partir du moment où je dis quelque chose et que je m'engage dans un propos qui me responsabilise, je l'offre au groupe et le groupe s'en saisit. Mais vous pensez bien qu'on est toujours un peu le travail de funambule en tant qu'animateur. Il ne faut pas tomber dans l'attaque à la personne, il faut attaquer l'argument, mais l'argument est forcément soutenu par une personne qu'il pense être vraie. Donc ce travail critique, créatif, vers une pensée autonome, est toujours une aventure à laquelle on se prête avec le groupe, et il faut que les participants aient envie de de participer à cette aventure. Si la personne n'a pas envie de participer, c'est la limite. Je ne peux pas la forcer. On ne peut pas forcer la pensée autonome. On ne peut que créer des dispositifs qui la suscitent et dans le meilleur des cas, proposer des supports qui étonnent, des supports qui sont parfois polémiques, pour inviter les participants à se remettre en question et à remettre en question les propos des autres dans le respect des limites qui sont les limites de bienséance. Et donc effectivement, nous ne sommes pas dans un café du commerce où on juxtapose des opinions, on est plutôt dans un café philo avec une éthique communicationnelle où on va chercher à rendre son propos intelligible pour que l'autre puisse s'en saisir et s'en saisissant puisse se remettre lui-même en question et se dire tiens, effectivement ma pensée ici est dialogique. Donc vraiment, je pense à travers l'autre, et mon logos ne fait pas office de vérité. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage de Patrick de Walck. Donc, c'est un ancien juriste, aujourd'hui pensionné, et ça fait 3 ans qu'il participe à vos ateliers, à vos différents ateliers philo. Et on lui a demandé déjà pourquoi il s'était intéressé à ces ateliers philo et ce que ça lui apportait. La partie qui m'a le plus intéressé, c'est la partie échange, parce que chez moi, je pouvais lire des livres philo, des revues, écouter des podcasts, mais ça ne remplace pas l'interactivité des ateliers philo. C'est vraiment la possibilité de confronter ces idées, surtout de les verbaliser. Donc c'est le discours, en fait, qui, je trouve, est essentiel, moi, qui me manquait à ma réflexion, ma vie. Donc le fait de pouvoir, en fait, transformer ces visions, ces interprétations d'idées, ces lectures des différents philosophes à travers un discours et de confronter en fait aux idées des autres et surtout à la compréhension des autres. C'est ça qui m'a vraiment motivé. Donc c'est tout à fait différent en fait d'une approche livresque de la philosophie, même par podcast où il y a aucune interactivité. Et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie quotidienne, ce type d'atelier ? Ça permet de prendre de la distance par rapport aux événements de la vie. Et pour moi, en fait, peut-être le bénéfice le plus important, c'est d'apprendre à limiter la portée de mes croyances. C'est, comment dirais-je, un des éléments les plus fondamentaux. Oui, voilà, c'est prendre de la distance par rapport aux choses et vraiment de réfléchir sur le plan essentiellement de la raison et non plus de l'émotion. Et ça, c'est un des points fondamentaux, je dirais, de l'exercice philosophique. C'est l'exercice de la raison, assez compliqué et qui manque, je dirais, dans l'actualité telle qu'on la vit à l'heure actuelle. J'imagine que dans ces ateliers, vous venez, y a des personnes qui viennent d'horizons assez différents. Est-ce que aussi la confrontation d'idées avec des personnes qui ne sont pas nécessairement de votre cercle d'amis, de votre cercle familial, qui n'ont pas nécessairement les mêmes idées que vous, c'est quelque chose aussi qui vous permet de réfléchir, de prendre du recul ? Oui, tout à fait. D'autant que ça se fait dans une atmosphère tout à fait particulière, donc de grande bienveillance. Donc il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de contrôle des connaissances. Les personnes viennent là pour confronter leurs idées, surtout leur compréhension du monde des idées, donc des philosophes, des concepts. Alors peut-être une dernière question, je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants, mais est-ce que vous avez le sentiment que ce type d'atelier serait vraiment très utile dans la formation des élèves, la formation des enfants et puis des jeunes adultes, et qu'il faudrait vraiment les développer plus ? Ah oui, moi je trouve qu'il faudrait vraiment développer, en fait, alors il faudrait, mais ça c'est un vœu pieux, que les études secondaires soient organisées comme en France, avec la philo comme un élément important, en fait, je dirais dans les cours présentés
en terminale en tout cas, ce qui n'est pas le cas en Belgique, mais je trouve que c'est un élément essentiel qui va être développé dans l'éducation de nos enfants. Et à ce sujet-là, moi j'ai suivi une formation donc organisée par le pôle philo en juillet 2019, une formation destinée en fait aux animateurs en pratique philosophique. Et là en fait on met vraiment on tire l'importance des éléments fondamentaux comme le questionnement et comme la problématisation. Donc comment poser un problème philosophique, rien que le poser, hein, un problème qui soit suffisamment universel, qui ait des impacts moraux, qui puisse être abstrait. Rien que cela, on pourrait, je dirais, l'apprendre aux enfants et aux jeunes. Et moi, si j'ai suivi cette formation, c'est pour pouvoir l'utiliser en fait par après pour mes petits enfants qui sont encore un peu jeunes. Mais dès qu'ils auront suffisamment de maturité, enfin pour l'instant ils ont 4-5 ans, j'essaierai de les pratiquer avec eux. Alors on voit ici qu'on a quelqu'un qui est vraiment convaincu et on sent qu'il s'est vraiment impliqué dans cette nouvelle pratique de la philo qu'il fait depuis 3 ans. Alors il parle à la fin de philo et de citoyenneté, enfin de cours de philo pour les jeunes. Alors aujourd'hui il y a quand même ce cours de philo et de citoyenneté qui s'est développé, mais vous Stéphanie Godard, vous étiez déjà présent même avant ces cours de philo et de citoyenneté qui aujourd'hui arrivent dans les écoles, mais ça fait déjà plusieurs années que vous y êtes. Tout à fait. Ce cours a été mis en place il y a quelques années. Nous, on a commencé les animations scolaires en 2005 avec le projet Philo dell'arte qui est destiné aux élèves du primaire. C'est une journée d'animation où les dispositifs proposés mêlent la philo et l'art, et on a vraiment proposé ces animations pour faire connaître dans le milieu scolaire ce que c'étaient les nouvelles pratiques et participer à leur connaissance au grand public. Oui, et tout à l'heure, vous parliez des jeux, parce qu'effectivement, c'est vraiment une de vos marques de fabrique. C'est vraiment faire de la philo par le jeu, de créer des jeux. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques exemples de jeux et de pourquoi, finalement, c'est une bonne manière d'approcher la philosophie que de le faire par le jeu ? Pour nous, c'était important, comme on voulait rendre accessible à tous, quel que soit l'âge, les nouvelles pratiques philosophiques. On a choisi le biais des jeux qui permet de pouvoir réfléchir en s'amusant. Un exemple de jeu philo qui a été créé, par exemple, on s'est basé sur le jeu Chamboule tout, le jeu de massacre. Donc le principe est des boîtes de conserve en équilibre dans lesquelles on doit frapper une balle pour qu'elle tombe. Ici, pour apporter la dimension philosophique à ce jeu, l'animateur fait inscrire sur les boîtes à conserve des évidences. Le soleil brille, toutes les filles portent des jupes, et l'animateur va demander aux participants, pour obtenir une balle, de trouver des contre-arguments. Donc ça permet vraiment, ce jeu, de travailler l'argumentation. Et ils pourront faire tomber ces évidences avec ces contre-arguments, par exemple. Ça veut dire, est-ce que du coup on arrive à susciter leur intérêt? C'est vraiment une manière de susciter, enfin de les amuser, on les amuse mais en les faisant réfléchir. C'est ça aussi. J'ai bien envie de réagir à la question, parce que il y a quelque chose qui me paraît intéressant dans la question, et ça me permettrait de rebondir sur ce que Patrick raconte. Alors d'abord je le salue, mais je vais modérer ses propos. Dans le rapport au contenu, moi ça m'interroge beaucoup, et depuis longtemps, quel rapport au contenu entretiennent les pratiques philo. Ici Patrick nous dit oui que lui est un grand lecteur, etc., de pratiques philosophiques, ou en tout cas un grand lecteur de l'histoire de la philosophie. Moi j'ai envie de dire que dans le rapport à la connaissance, on a deux grandes dimensions. On a d'un côté le savoir et de l'autre côté la curiosité. Et Stéphanie nous disait que la volonté d'amener du ludique, c'est de susciter l'intérêt. Et là je suis tout à fait d'accord, parce que ça veut dire qu'on va sortir l'histoire de la philosophie d'un rapport strict à la connaissance, qui est dans un rapport strict au savoir, qui est souvent dans la transmission verticale, pour le ramener dans la curiosité, susciter l'intérêt. Pour les amateurs de grec, c'est un petit peu le Thomas Zane, c'est l'éveil de l'étonnement, du questionnement, etc. Et donc, le savoir devient un petit peu marginal. Finalement, l'histoire de la philosophie, ce que la personne en sait m'intéresse assez peu.
C'est ce qu'elle en pense, moi, qui m'intéresse. Et donc, quand je viens avec un texte philosophique, même à l'atelier philo, ou même avec une évidence sur une boîte de conserve, c'est un support, un marchepied pour inviter la personne à penser par elle-même et non plus à faire valoir ce qu'elle sait au sujet d'eux. Et là, il y a un rapport aussi à l'égalité, il y a un rapport à la liberté individuelle, il y a un rapport, finalement, où chaque personne vient avec ce qu'elle est, et ce qu'elle est a quelque chose à dire. Et il n'y a pas de personne qui n'a rien à dire, il n'y a pas de personne qui ne pense pas. Il y a des personnes qui savent plus que d'autres, certes, mais tout le monde pense. Et dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, ramener par le jeu la philosophie dans des endroits où elle n'a pas l'habitude d'aller, c'est la sortir d'un rapport strict à la transmission verticale. Ça me fait penser à un bouquin de Socher, où il disait « Le philosophe et le perroquet ». Et moi, j'avais un enseignant, Socher entre autres, qui me disait « Arrêtez de me répéter narcissiquement ce que je sais déjà, pensez par vous-même ». Eh ben, c'est ça les pratiques philo, et c'est ça l'intérêt que suscite le jeu. Je pense à aller chercher l'enfant qui a l'habitude de répondre « je ne sais pas » aux grandes questions métaphysiques et dire « mais ce que tu sais ou pas, moi ça m'intéresse pas. C'est ce que tu en penses, moi, qui m'intéresse. Et qu'est-ce que tu en penses ?» Et tout le monde a une pensée, même au sujet de « le soleil brille, qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, ça devient intéressant. Alors du coup, c'est une aventure, parce qu'on ne sait jamais exactement où on va. Un professeur qui prépare son cours, il sait, il a un objectif de contenu prédéterminé, il sait où il va amener les élèves. Nous, on ne sait jamais où on les emmène. On n'a pas d'objectif de contenu prédéterminé, donc on distille le contenu petit à petit. Et on voit si ça clope. Oui, c'est clair qu'animateur philo, c'est un vrai métier, c'est un art et tout le monde ne sait pas le faire. Et on voit que vous faites des formations, effectivement, pour devenir animateur. Est-ce que cette pratique, notamment d'animation, elle a évolué en 15 ans ? Est-ce que vous faisiez déjà le même type d'animation il y a 15 ans ou vraiment vous sentez qu'il y a une vraie évolution dans votre pratique quotidienne ? Oui, il y a eu une évolution. Au départ, on faisait des animations ponctuelles, plus pour faire connaître la méthode qui n'était pas très connue et qu'elle pouvait susciter une certaine méfiance. Et maintenant qu'elle est connue, entre autres grâce aux cours de philosophie et de citoyenneté, on peut vraiment se concentrer sur des activités plus récurrente, qu'on peut faire un travail hebdomadaire sur une année avec un groove, donc il permet vraiment un travail plus en profondeur. Ce que les premières années, en 2005, on essayait surtout de faire connaître la méthode. Donc oui, ça a évolué et on a beaucoup plus structuré aussi nos activités. Maintenant, on propose vraiment un cycle de formation complet avec des niveaux, un niveau d'initiation, de pratique et d'approfondissement sur des thématiques qui intéressent les jeunes animateurs qui débutent, qui donnent leurs premiers ateliers, sur comment préparer une animation, de les aider dans la création de leurs outils. Donc oui, notre pratique a bien évolué. Je voulais revenir juste sur un événement d'actu, parce que je disais tout à l'heure, il y avait un premier événement, c'est évidemment cet attentat horrible en France. Le deuxième événement d'actualité, je pense que c'est la Covid-19. Est-ce que des périodes de crise comme on vit aujourd'hui sont des bonnes périodes pour philosopher ? Je vais me soumettre à l'exercice que font tous les philosophes quand ils sont interrogés sur cette question. Je vais la détourner et vous dire que finalement le confinement est en lui-même une expérience philosophique et que toute personne évidemment a un système de pensée, un système de croyance par rapport aux différentes annonces qui ont pu être faites, par rapport à la collusion entre science et pouvoir, information, science, pouvoir, un petit peu dans ce triptyque-là où on ne sait plus trop à qui on doit faire confiance. Il y a toutes des questions relatives aussi qui se posent, relatives à la définition qu'on pourrait donner à la liberté individuelle par rapport à la liberté collective. Si je porte un masque, est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est pour les autres ? Donc, faire de la philosophie en période de crise, je pense que les gens n'y échappent pas. Parce que ça les interpelle dans leurs convictions, dans la manière dont ils vivent, la manière dont ils existent. Et les questions existentielles sont des questions qui sont éminemment philosophiques. Alors, est-ce qu'il y a forcément besoin d'un animateur pour cadrer ces questions et pour... Je mettrais 3 points de suspension et je dirais à voir. C'est peut-être un petit peu tôt. Néanmoins, nous, on a fait l'expérience. On a eu des cafés philo ici dont le thème était effectivement le confinement, le rapport à la solitude, le rapport à la pensée. Je répondrai dans 6 mois.
On se revoit dans 6 mois pour faire le point. En tout cas, ce confinement, vous l'avez mis à profit, et bien mis à profit, puisque vous avez donc publié ces carnets du pôle philo qui relatent donc 15 ans d'expérience. Alors ça s'ajoute à d'autres publications qu'on peut retrouver sur votre site. Donc il y a le guide de l'animateur en pratique philo. Il y a alors une autre publication qui va bientôt sortir, qui est le répertoire de fiches d'animation. Donc ça veut dire que là, on a vraiment une panoplie pour toute personne qui est intéressée, soit pour devenir animateur philo ou soi-même suivre des ateliers philo. Il y a vraiment pas mal de choses. C'est très riche. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça mélange vraiment de la théorie à des expériences très pratiques et très concrètes. On peut trouver ça sur votre site internet, l'adresse www.polephilo.be. Parfait, merci beaucoup. Vraiment, merci à tous les deux. Donc Stéphanie Godard, je rappelle que vous êtes coordinatrice du pôle philo au Centre d'action laïque du Brabant Wallon, et Brice Droumard, donc animateur, formateur dans ce même pôle philo. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis, et une belle soirée à tous.